Distingués invités, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à ce midi-conférence de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je me présente, Marie-Pierre Veilleux, directrice Forum stratégique, leaders internationaux et projets spéciaux à la Chambre, et je serai ce midi votre maître de cérémonie. D'entrée de jeu, je vous demanderai de bien vouloir mettre vos téléphones cellulaires en mode silencieux. Je vous invite toutefois à commenter la conférence d'aujourd'hui sur Twitter en utilisant le mot-clic CCMMQCCA. La Chambre tient à remercier les commanditaires qui, par leur appui soutenu, ont permis la réalisation de ce midi-conférence. L'événement d'aujourd'hui est présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Hydro-Québec, Ivanhoé Cambridge et Montréal Gazette. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les invités qui composent votre table d'honneur. I would ask our guests to please stand up as their names are called, and I would ask participants to withhold their applause until the end of the presentation. À la gauche de votre conférencier, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Michel Leblanc. Président et chef de la direction Métro et coprésident campagne Centraide du Grand Montréal, M. Éric Laflèche. Présidente et directrice générale Centraide du Grand Montréal, Mme Liliana Pérécha. Président Fondation Lucie et André Chagnon et président Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec, M. Claude Chagnon. Président des opérations Société des casinos du Québec, M. Claude Poisson. Directrice générale Pointe-à-Calière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, Mme Francine Lelièvre. Vice-président régional vente publicitaire Est du Canada Postmédia, M. Stéphane Legal. Président du conseil Fondation Mission Old Brewery et président Maison Brisson, M. Rick Lechner. Vice-présidente stratégie et affaires publiques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Mme Séverine Labelle. Associé senior, McCarthy-Tétrault, grand partenaire platine de la Chambre, membre du conseil Cogeco, grand partenaire de la Chambre, et ancien président de la Chambre, M. David McCausland. Président du conseil et fondateur Télésystème, associé fondateur Tandem Expansion et président du conseil Fondation de l'entrepreneurship, M. Charles Sirois. Administratrice de société, membre du conseil Cogeco, grand partenaire de la Chambre, et ancienne présidente de la Chambre, Mme Paul Doré. Consul général d'Allemagne, M. Walter Lux. Président du conseil Société de transport de Montréal, grand partenaire de la Chambre, et président du conseil Association du transport urbain du Québec, M. Philippe Schnob. Professeur Université McGill et rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l'homme des migrants, M. François Crépeau. Recteur Université du Québec à Montréal, grand partenaire de la Chambre et membre du Conseil de la Chambre, M. Robert Proulx. Associée directrice Région du Québec McCarthy-Tétrault, grand partenaire platine de la Chambre et présidente du Conseil de la Chambre, Mme Kim Thomasin. Et votre conférencier, M. Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco. Mesdames et messieurs, la table d'honneur. Avant notre conférence principale, j'inviterai M. Éric Laflèche, coprésident de la campagne Centraide du Grand Montréal et président et chef de la direction de Métro, à venir prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Un gros merci à la Chambre pour me donner ces quelques minutes pour vous parler de Centraide, cette grande opération de solidarité qui est présentement en cours dans la région de Montréal et dans toutes vos compagnies, je l'espère. J'ai le plaisir de coprésider la campagne annuelle cette année avec Andrew Molson de Res Publica. Andrew ne peut pas être ici aujourd'hui, mais il se joint à moi pour vous dire que les besoins sont criants à Montréal et on a besoin de vous pour supporter Centraide. Parce que je suis convaincu que Centraide, c'est la meilleure façon de venir en aide aux gens les plus démunis dans la société. À Montréal, 1 personne sur 4, pensez-y, 1 sur 4 vit sous le seuil de la pauvreté. On parle de 19 000 $ pour une personne seule, 23 000 $ pour une famille monoparentale, 2 enfants.
Ça fait que Montréal est le champion premier de classe de la pauvreté au Canada. Excusez-moi. Un titre dont on voudrait tous se départir le plus rapidement possible. Paradoxalement, Montréal, dans le sondage The Economist, est la deuxième place au monde, après Toronto, où il fait le mieux. Il fait bon vivre, qualité de vie. Alors, champion pauvreté, meilleure qualité de vie. Alors, je suis convaincu qu'on ne serait pas là au niveau de la qualité de vie sans Centraide. Centraide, ça supporte 350 organismes dans notre région. 350 organismes qui font une grande différence. Centraide les choisit avec rigueur et efficacité. C'est pour ça que je vous invite à être généreux. Vous êtes des leaders de la communauté d'affaires à Montréal. Soyez des leaders chez Centraide. C'est 1 200 $, 24 $ par semaine. Alors, soyez généreux et ceux qui veulent peuvent faire un don par texte tout de suite en composant le don DON au 801 00. Merci de votre générosité. Monsieur Laflèche, je vous remercie pour votre présentation de la campagne Centraide du Grand Montréal. J'inviterai maintenant Monsieur Michel Leblanc à venir vous présenter votre conférencier, Monsieur Louis Audet. Monsieur le consul général de la République fédérale d'Allemagne au Canada, bienvenue à notre événement. Monsieur Audet, distingués invités de la table d'honneur, mesdames et messieurs, membres de la Chambre, merci d'être avec nous ce midi. Je vais commencer en parlant par la bande un peu de l'événement de ce midi, en disant à quel point moi je suis fier quand je vois notre communauté d'affaires faire preuve de conscience morale. Et il m'est arrivé récemment, dans le cas de la crise des migrants, de devoir répondre à des questions de journalistes qui demandaient quelle est la réaction du milieu des affaires à cet enjeu. Et je disais que j'avais reçu, moi, des témoignages de la part du milieu des affaires qui disaient « il faut agir et il faut agir maintenant ». Et je sais que M. Audet, après ce point de presse, va y faire référence. Et je pense que c'est tout à l'honneur de la communauté d'affaires d'avoir des membres comme M. Audet qui vont mettre de l'avant un engagement ou une proposition d'engagement sur ce dossier. Je dis d'ailleurs, la conscience morale, elle se fait de bien des façons. D'abord, à cette table, il y a des gens qui sont directement impliqués. En fait, je pense que vous êtes tous directement impliqués. On vient de parler de Centraide. Monsieur Audet, je ne sais pas où vous trouvez le temps, mais je sais aussi que vous êtes le président de la campagne majeure Old Brewery avec un objectif de lever 26 millions de $. Donc, si vous avez déjà donné à Centraide, là, c'est le temps de recommencer pour Old Brewery. C'est juste pour fermer cette parenthèse en disant qu'à cette tribune, on reçoit régulièrement des gens de la communauté d'affaires qui viennent parler d'enjeux stratégiques pour leur entreprise, leur secteur, qui viennent parler de défis collectifs qu'on doit relever, et c'est très important. Mais j'apprécie beaucoup quand vous prenez cette tribune aussi et vous prenez la place que vous avez dans la société pour aussi parler d'enjeux de société et pour y amener l'angle moral. Merci. Merci à vous. Quelques mots à propos de Louis Audet et à propos de Cogeco. D'abord, on est depuis 2 ans, la Chambre, très active sur le dossier du transfert d'entreprise et de la relève. Et quand moi je vois Audet, c'est un tout jeune, il faut réaliser que c'est l'incarnation d'un transfert d'entreprise réussi, d'une relève à l'intérieur d'une famille. Et je pense que c'est tout à l'honneur de Louis Audet, mais c'est tout à l'honneur de tous ceux qui tentent le coup et qui vont réussir dans des environnements où ils héritent d'une entreprise et ils doivent la faire progresser dans le nouvel environnement. Et c'est là où j'arrive à Cogeco. Bravo pour le transfert réussi, mais bravo pour la durée de ce succès avec Cogeco dans un environnement incroyablement changeant. Et je me disais, comment j'illustre cet environnement incroyablement changeant en mettant ça très personnel? Moi, j'ai la chance d'avoir un fils de 5 ans et un fils de 22 ans. Et donc, je vois une évolution et je vous dirais que mon fils de 5 ans n'a aucun intérêt pour la télévision. Il regarde YouTube sur iPad et tout ce qu'il consomme est à travers ce qu'il y a sur l'iPad et en grande partie à travers ce qu'il y a sur YouTube. Quel défi quand on est dans de la câblo-distribution et quel défi quand on veut travailler sur du contenu. Mon fils de 22 ans, à part le hockey,
Je pense que le hockey est la seule consommation qu'on a ensemble sur un même médium. Des fois, par chance, on va avoir regardé la même chose, mais jamais à travers le même médium. Et dans bien des cas, je n'ai aucune idée de ce qu'il a regardé quand il m'en parle. Bref, ce défi d'être dans la diffusion, dans la transmission de contenu, moi, j'ai énormément d'admiration pour toutes ces années dernières et je me dis devant nous, M. Audet, j'ai très confiance que vous allez nous surprendre par la réussite dans cette transition. Bref, très heureux de vous avoir aujourd'hui ici. Je me pose beaucoup de questions, comment me rapprocher de mon fils de 22 ans et comment rester en contact avec mon fils de 5 ans. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Louis Audet. Merci, Michel, pour votre généreuse introduction. Et avant de débuter ma conférence, permettez-moi de prendre un moment pour féliciter chaleureusement Éric Richer-Laflèche et Andrew Molson pour leur engagement envers Centraide. On sait que c'est une tâche énorme. Sachez que vous, ainsi que la présidente directrice générale Liliana Péréchat, pouvez compter sur l'appui indéfectible de Cogeco et, j'en suis convaincu, l'appui de toutes les personnes dans cette salle. Monsieur le Consul, Monsieur le Président, chers invités de la table d'honneur, distingués invités de la table d'honneur, chers amis de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, bonjour. C'est toujours un privilège pour moi de pouvoir partager avec vous la vision à long terme de Cogeco et mes réactions face à certains phénomènes sociaux qui touchent chacun d'entre nous. Je vous propose donc qu'ensemble, aujourd'hui, nous explorions 3 sujets. Nous allons commencer avec l'évolution de Cogeco et la vision que notre équipe entretient pour la compagnie, ses actionnaires et les 4 700 membres de son personnel. Nous ferons ensuite un retour sur les observations que j'avais faites au sujet de la société québécoise lors de mon dernier passage à votre tribune en janvier 2014. Et, troisièmement, nous terminerons sur la crise migratoire des réfugiés vers l'Europe et de ce que cela devrait nous inspirer. Alors, commençons par parler de la stratégie de Cogeco. Il se produit à l'heure actuelle dans le monde un phénomène sans précédent. À tous les mois, en ce moment même, il se transfère à l'échelle mondiale 72,4 exo-octets de données. Un exo-octet, c'est 10 à la puissance 18, pour ceux qui auraient oublié leurs données de secondaire. Et ce chiffre croît à 23 % par année. Et je vous rappelle, pour mettre ça en perspective, que les chercheurs nous disent que 5 exo-octets, donc c'est à peu près 12 fois moins, sont équivalents à la totalité des mots prononcés par la race humaine jusqu'à ce jour. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce qui se transige et transfère autour du monde. Cisco, compagnie qui a produit cette étude, nous dit que ça va se poursuivre pendant plusieurs années, et moi, je me permets d'ajouter pendant plusieurs décennies. En effet, à mesure que les foyers consomment de plus en plus de divertissement et le stockent dans le nuage, ou qu'ils stockent leurs choses personnelles dans le nuage, on a plus de données, et les entreprises, elles, développent des algorithmes de plus en plus puissants pour anticiper ce que leurs clients vont faire, développer leur chaîne d'approvisionnement et de distribution. Et tout cela fait que la tendance s'accentue inexorablement. S'ajoute à ce phénomène une autre tendance. De plus en plus d'entreprises en viennent à la conclusion que d'investir dans et de faire fonctionner un centre de données, ce n'est pas vraiment leur centre d'expertise et ce n'est pas économique pour eux. Alors, à l'heure actuelle, 25 % seulement des entreprises dans le monde en sont venues à cette conclusion. L'Amérique du Nord, bien sûr, mène la marche. L'Europe et certaines régions d'Asie suivent. Alors, il y a beaucoup de potentiel. Alors, voilà les 2 tendances de fond qui alimentent la croissance de tous les secteurs d'activité de Cogeco Câble. Et je vous explique maintenant comment. Les filiales de communication de Cogeco Câble, à savoir Cogeco Câble Canada et Atlantic Broadband, acheminent des données pour nos clients
essentiellement résidentielle, alors que notre filiale Cogeco Pier 1 achemine et héberge des données pour les clients d'affaires grands et moyens. Dans le secteur résidentiel, nous avons le privilège de desservir 750 000 clients à travers notre filiale Cogeco Cable Canada, qui sont situés principalement au Québec et en Ontario. À travers notre filiale Atlantic Broadband, nous desservons 250 000 clients qui sont situés dans le Connecticut, où nous venons tout juste d'acheter une entreprise qui dessert 25 000 clients pour quelques 200 millions de dollars américains, ainsi qu'en Pennsylvanie, Maryland, Delaware, Caroline du Sud et Floride. Notre implication, notre investissement aux États-Unis s'avère très rentable pour nos actionnaires et a donné un nouvel élan à la croissance de notre entreprise. Les villes que nous desservons aux États-Unis n'ont pas encore atteint un niveau de maturité élevé en services vidéo, Internet et téléphonie, d'où un potentiel de croissance intéressant. Nos infrastructures actuelles s'appuient sur des réseaux de fibres qui sont poussés profondément dans les quartiers que nous desservons. Nous sommes donc à même d'offrir à nos clients résidentiels des vitesses de 120 mégabits par seconde, voire même, dans certaines régions, 250 mégabits par seconde. Et nous sommes à même de suivre la demande de nos clients à mesure que se concrétisera la demande pour 1 gigabit par seconde lorsque ça sera le cas. Ceci s'ajoute à nos services téléphoniques compétitifs et à nos services vidéo de très haute qualité. Et là, je rejoins la question de Michel Leblanc. Entre autres, grâce à l'adoption que nous avons faite en 2013 aux États-Unis et en 2014 au Canada de la plateforme TiVo, qui est sans contredit l'une des plus évoluées au monde. En effet, nos clients nous confirment que l'expérience TiVo a complètement modifié la façon dont ils consomment leur expérience vidéo et ne voudraient s'en passer à aucun prix. Et je m'explique. Le moteur de recherche puissant de TiVo permet à nos clients de balayer tous les contenus disponibles, que ce soit dans notre offre vidéo linéaire, que ce soit dans l'offre vidéo à la demande, que ce soit enregistré sur le décodeur TiVo qui a une capacité de 1 terabyte, ou que ce soit à même les contenus qui sont disponibles sur Internet, avec des choses comme Hulu, Netflix, YouTube, et à les intégrer en une seule expérience vidéo et de pouvoir enregistrer jusqu'à 6 émissions simultanément. En fait, les contenus sont transférables d'un téléviseur à l'autre et visionnables et contrôlables à travers le téléphone intelligent et la tablette. Le système TiVo enregistre même les émissions auxquelles le client aurait oublié de penser, mais qui s'avèrent être des émissions favorites de la maisonnée. Et cet enregistrement se fait sans même qu'il n'ait à en donner la commande. Alors, ça vous donne une idée. De plus, bien sûr, notre stratégie TiVo a le mérite d'incorporer le visionnement sur Internet dans l'expérience client, faisant de ce visionnement un complément et non pas une menace pour notre entreprise. Nous envisageons acquérir d'autres réseaux aux États-Unis qui sont indépendants au cours des prochaines années, puisqu'il y a là bon nombre d'entreprises indépendantes disponibles à des prix raisonnables, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui au Canada. Évidemment, nous procédons avec détermination et rigueur, il va sans dire. Vous aurez compris que notre infrastructure de fibre optique est déjà largement en place, et ceci depuis plusieurs années, alors que certains de nos concurrents s'en attribuent la paternité. C'est pourquoi cette infrastructure est génératrice de rendements élevés pour nos actionnaires. Ceci n'est pas le cas pour nos concurrents, les compagnies de téléphone, qui se sont engagés dans des investissements coûteux pour rénover leur réseau, alors même que l'expérience de Verizon démontre qu'il n'y a pas là de rendement financier intéressant pour les actionnaires. Et j'ajouterais, à regret, que certains d'entre eux se préoccupent davantage de contester les règles du jeu devant les tribunaux, ce qui est loin d'être dans le meilleur intérêt des consommateurs. Mais passons à quelque chose de plus neutre.
En ce qui concerne nos clients d'affaires, en 2008, nous avons décidé de percer le marché des moyennes et grandes entreprises. Au fil d'acquisitions et de constructions diverses, nous avons bâti notre filiale Cogeco Pier 1. Celle-ci exploite des réseaux de fibre optique denses qui couvrent les villes de Montréal et de Toronto et sont entièrement dédiés au transport de données de grandes et moyennes entreprises dans ces deux plus importantes villes du Canada. Grâce, entre autres, à l'acquisition de Pier 1 Hosting en 2013, nous avons constitué un réseau de 21 centres de données qui totalisent 350 000 pieds carrés d'espace où nous pouvons stocker des données pour nos clients, entreprises grandes et moyennes. Et à cet égard, nous venons tout juste, le 18 septembre dernier, de procéder au lancement de notre nouveau centre de données ultramoderne de 100 000 pieds carrés bruts, 50 000 pieds carrés nets d'espace locatif à Kirkland, en banlieue de Montréal, qui est sans aucun doute l'un des plus évolués à l'heure actuelle dans l'Est du Canada et représentera à terme un investissement de quelques 100 millions de dollars, ce qui témoigne bien de notre engagement envers la région de Montréal et le Québec. Nos 21 centres de données sont situés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et grâce à eux, nous desservons l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord à travers 50 points de présence qui sont répartis dans ces régions. Nous y accueillons des clients importants qui viennent littéralement de toutes les régions du globe. Ou bien ils viennent pour stocker leurs données dans des milieux hautement sécuritaires, dans des facilités bien identifiées, ou bien ils viennent loger leur infrastructure de e-commerce nuagique pour profiter de l'ensemble du réseau de nos centres de données, plutôt que de se fier à un seul centre. Donc, il y a toutes sortes de combinaisons possibles. Je vous parle maintenant quelques instants de notre filiale des médias. En ce qui concerne les médias, notre filiale Cogeco Diffusion, qui est détenue à 100% par Cogeco et exploite 13 stations de radio au Québec, qui incluent le 98.5 FM que vous connaissez bien, Rythme FM, C'est quoi et The Beat, qui occupent toutes les premières positions à Montréal aujourd'hui. Notre filiale Cogeco Métro Média détient les droits de publicité exclusifs dans le métro de Montréal et les autobus de Montréal, ainsi que dans plusieurs autres villes. Et ensemble, la radio et l'affichage génèrent un chiffre d'affaires qui excède les 100 millions de dollars et ainsi contribuent au dynamisme de la métropole et du Québec. Cogeco a été une grande bénéficiaire du régime d'épargne-action du Québec qui lui a permis de se lancer sur le marché public en 1985, alors que nos ventes s'élevaient à 20 millions de dollars. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, grâce à une stratégie d'acquisition judicieuse et grâce à des efforts de développement interne, nous réalisons un chiffre d'affaires qui excède les 2 milliards de dollars. C'est dire l'évolution qu'a connue l'entreprise grâce à une équipe exceptionnelle dont je suis particulièrement fier et dont plusieurs membres sont assis avec nous aujourd'hui. Nous avons défini notre mission comme suit, et ça nous a pris du temps à y arriver, croyez-moi. Pour nos clients, la puissance de nos connexions, avec nos clients, la force de nos relations. Et nous vivons cette mission en nous appuyant sur nos 5 valeurs fondamentales: le dévouement pour nos clients, le travail d'équipe, l'innovation, le respect et, par-dessus tout, la confiance. Nous nous efforçons de vivre ces valeurs au quotidien, où que nous soyons. Comme vous pouvez le voir, Cogeco possède une structure financière solide et des projets d'avenir emballants qui sont adaptés à un univers des communications qui a maintenant des ramifications à travers toute la planète. Cogeco envisage l'avenir avec confiance. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire qu'il faut continuer à supporter les entreprises québécoises. Et je me permets de suggérer fortement au gouvernement du Québec d'envisager, remettre en place
le régime d'épargne-action du Québec en adaptant ce qui doit être adapté pour qu'il soit vraiment efficace. Parlons donc maintenant davantage du Québec et de son évolution. Vous vous souviendrez qu'en janvier 2014, lors de mon passage à cette tribune, j'avais exprimé des inquiétudes face au phénomène des carrés rouges qui avait paralysé cette ville à plusieurs occasions au cours de l'année 2012, faisant du tort à l'économie, décourageant les projets d'investissement, allant même jusqu'à une minorité de citoyens puisse faire tomber un gouvernement provincial démocratiquement élu, une première au Canada. Nous avions donc mandaté CROP à l'automne 2013 pour mieux comprendre l'état d'esprit des Québécois. Pour faire court, nous avions découvert que dans la foulée du mouvement Occupy Wall Street, la population du Québec, à 50%, n'était pas favorable à l'entreprise privée. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, nous étions atterrés. 2 ans plus tard, septembre 2015, donc il y a juste 1 mois et demi, nous avons demandé à CROP de sonder de nouveau. À notre grand soulagement, il y a eu une certaine amélioration. En effet, les segments de la population défavorables à l'entreprise privée ne représentent plus que 40% de la population. C'est bien, mais c'est quand même un peu inquiétant. Alors, nous croyons que pour changer cet état d'esprit, il nous faut continuer à développer l'esprit d'entrepreneurship de nos jeunes. À cet égard, je salue le travail de la Fondation d'entrepreneurship du Québec et de son président qui est avec nous aujourd'hui, Charles Sirois. D'autres initiatives, nommément celle du Conseil du patronat du Québec avec sa campagne « Prospérité Québec pour tous », de même que la campagne « Devenir entrepreneur », lancée le mois dernier par Monique Leroux, Michael Sabia et Louis Vachon, sont dignes de mention. Au vu des données recueillies et pour atteindre notre but, nous pensons que la conclusion que nous avions tirée en janvier 2014 est toujours pertinente. Il nous faut, en plus de tous ces efforts, croyons-nous, attaquer le problème à sa source. Il est impératif que des cours d'économie de base soient dispensés de façon obligatoire au cours secondaire, dès le cours secondaire, pour sensibiliser les jeunes à la réalité du système économique dans lequel ils vivent et qu'ils n'ont pas le choix de renier parce que c'est un système mondial. Un tel cours cultiverait la littératie financière, expliquerait l'importance des budgets personnels et gouvernementaux, les limites de l'utilisation des crédits, l'entreprise privée du crédit, l'entreprise privée comme génératrice d'emplois et de richesses, l'importance des marchés des capitaux comme source d'investissement pour les entreprises et comme réservoir pour faire fructifier les fonds de retraite des travailleurs. Mais j'aimerais aller encore plus loin ce midi. La concurrence s'intensifie au niveau mondial. Et pour bien tirer son épingle du jeu comme pays, il nous faut des gens éduqués et instruits, voire même peut-être plus que la moyenne. Si nous voulons former des citoyens complets qui pourront concurrencer à armes égales avec le reste du monde, je pense qu'un recentrage s'impose. Les données de Statistique Canada démontrent qu'au secondaire, les enseignants du Québec enseignent en moyenne près de 20% moins d'heures par année qu'ailleurs au pays, mais qu'ils sont présents à l'école 5% plus de temps qu'ailleurs au pays. De son côté, la moyenne de l'OCDE pour les heures d'enseigner au secondaire est de 13% supérieure à celle du Québec, et ceci pour essentiellement le même nombre d'heures travaillées. Pour moi, la conclusion est claire, sans doute comme pour vous, il est grand temps de réorganiser le travail en faveur de plus d'heures d'enseignement. Je me permets même de suggérer que les heures d'enseignement à l'école aux étudiants devraient être allongées de façon significative au-delà du 612 heures par année, qui est le quota qui existe à l'heure où nous nous parlons, si nous souhaitons atteindre notre potentiel comme société. Si nous souhaitons régler les problèmes de pauvreté
auquel mon ami Éric Richer-Laflèche a fait référence tout à l'heure. C'est la base. Dans la pyramide de Maslow, je sais qu'il y en a qui disent que c'est le logement et la nourriture, et je suis d'accord, mais j'ajouterais une bonne éducation. Merci. Merci pour cette pause. Permettez-moi maintenant de parler d'un autre sujet, sans doute plus délicat, celui de savoir quel genre de société québécoise et canadienne nous souhaitons bâtir, au-delà du volet éducatif. Pour bien comprendre cette question, j'aimerais rappeler les travaux de plusieurs économistes, qu'il me serait trop long d'énumérer, qui ont clairement démontré que les économies des pays qui ne connaissent pas de croissance démographique souffrent d'une stagnation de leur économie. Le remède à ce problème est bien connu, il est triple: renforcer le taux de fécondité par des politiques familiales appropriées, améliorer l'espérance de vie et la santé générale, et faire un accueil réfléchi à la migration internationale. L'immigration vient suppléer au vieillissement de la population et à la dénatalité. Les pays, nous le savons par la recherche, les pays qui choisissent de ne pas suivre ce modèle, généralement pour des motifs plus ou moins avoués d'homogénéité culturelle ou de style de vie, souffrent de cette décision et leurs économies stagnent, plafonnent et stagnent. Au même moment, dans d'autres régions du globe, se déroule un drame humain aux proportions inégalitées dans l'histoire du monde. Des vagues de réfugiés, victimes de la violence, de la guerre, des exactions, se jettent sur les frontières de l'Europe. Ils affluent en masse d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, d'est en ouest. D'autres encore, en désarroi, veulent échapper à la dictature, au déracinement, à l'exclusion ethnique, à la haine religieuse, la misère et la famine. Et ils migrent du sud vers le nord. Ils proviennent de l'Érythrée, du Mali, de la Libye, et ils tentent de traverser la Méditerranée. Madame Angela Merkel, la chancelière allemande, a fait preuve de courage politique et de solidarité humaine en annonçant que l'Allemagne souhaite accueillir 500 000 réfugiés cette année seulement et d'autres par la suite. Et nous, au Canada, que faisons-nous? Vous le savez, sous le gouvernement fédéral précédent, nous projetions accueillir 10 000 migrants et encore en nous traînant les pieds. Le nouvel gouvernement, bonne nouvelle, envisage en accueillir 25 000 à court terme. C'est mieux. Mais demandons-nous, est-ce suffisant? Si, avec une population de 82 millions d'habitants, logés dans une surface territoriale de seulement 360 000 km², l'Allemagne peut accueillir nominalement 500 000 réfugiés par année, alors le Canada, avec seulement 34 millions d'habitants et 10 millions de kilomètres carrés d'espace, dont pas tous sont habitables, je le sais, devrait être en mesure d'accueillir un nombre relativement plus respectable que ce qui est sur la table dans le moment. Nous le savons, les témoignages sont nombreux. Ces réfugiés sortent de l'enfer au sens propre du terme. Ils sont motivés à réussir leur vie sociale et économique dans notre pays. Ces futurs citoyens font preuve d'une grande résilience. Ils sont disposés à accepter notre pacte social, notre mode de vie et notre démocratie libérale. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, souvenons-nous que la Fondation pour l'entrepreneurship du Québec, que Cogeco supporte, a publié récemment des données qui démontrent que les immigrants sont presque 2 fois plus susceptibles de démarrer une entreprise que les Québécois de souche. Et la raison en est que ces personnes sont autodidactes. Elles ont appris à se débrouiller pour se sortir de la dépendance et de la marginalisation. Et pourtant, comme société, nous ne nous précipitions pas pour soulager cette misère
alors même que ce serait dans notre propre intérêt économique de le faire. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Eh bien, ici encore, nous sommes allés voir notre ami Alain Giguère de la firme Crop, à nos frais, pour lui demander de sonder la population canadienne. Les données ont été recueillies auprès d'un échantillon de 1500 Canadiens entre le 16 et le 21 septembre 2015. Mes amis, je suis désolé de vous annoncer que les résultats de ce sondage ne tracent pas de nous, Canadiens, l'un des peuples les plus choyés de la planète, s'il en est, un portrait très reluisant. Le constat, vous allez le voir, est accablant. Je commence par vous rappeler que le niveau de ressources consacré à l'aide internationale recommandée au pays par l'Organisation des Nations Unies est de 0,7% du produit intérieur brut de chaque pays. Le Canada, quant à lui, se contente de un peu moins d'un quart de 1% ou environ le tiers de la norme. Notre sondage, et c'est ça qui est désolant, révèle que 70% de la population canadienne souhaite que notre aide internationale soit reste au même niveau, 49% d'entre eux, ou soit encore moins, 21% d'entre eux. Clairement, j'enjoins le nouveau gouvernement canadien à corriger cette situation déplorable et à bien communiquer à la population canadienne l'importance du rôle que doit jouer le Canada en ce qui a trait à l'aide internationale. Le Canada doit revenir le modèle de solidarité humaine qu'il a toujours été. Dans le dossier des réfugiés, par ailleurs, notre sondage démontre que seulement 50% des Canadiens se déclarent très ou plutôt favorables à l'accueil des réfugiés au Canada. Ce sont généralement les jeunes et les universitaires. 44% sont plutôt ou très défavorables, et ce sont surtout les gens moins scolarisés et les citoyens des prairies. Et pourtant, nous savons combien les prairies ont accueilli de vagues d'immigrants successives au cours de l'histoire de notre pays. Que faut-il penser de tout cela? Il est clair que les Canadiens entretiennent des inquiétudes face à des attaques terroristes potentielles. D'après notre sondage, 71% des Canadiens sont très ou assez inquiets face à cette éventualité. Et pourtant, vous le savez aussi bien que moi, l'observation objective démontre que les incidences de réel terrorisme au Canada se comptent sur les doigts d'une main. Vous le savez, les préjugés ont amplement alimenté la dernière campagne électorale et les Canadiens ont majoritairement su éviter la manipulation raciste le mois dernier, tout comme les Québécois ont su majoritairement l'éviter lors de la campagne électorale de 2014. Mais revenons au drame humain. La zone d'oppression la plus intense, vous le savez, est sans contredit la Syrie, dont les habitants sont cernés par l'armée loyale au régime de Bachar al-Assad et les milices de son rang. Les islamistes révolutionnaires et les factions dissidentes nationalistes et islamistes de tout poil. Et encore, les combattants de l'État islamique de Syrie et d'Irak, responsables d'actes de sauvagerie et de barbarisme inimaginables. De sorte qu'aujourd'hui, 2 millions de réfugiés sont stationnés en Turquie, 1,1 million au Liban, pensons au petit Liban, qui normalement contient 4 millions de personnes. 630 000 sont en Jordanie. Environ 680 000 réfugiés sont déjà entrés en Europe par mer en 2015 et vivent généralement dans des conditions médiocres, où qu'ils soient. Et chaque mois, des milliers de réfugiés viennent s'ajouter aux chiffres que je viens de citer, plus de 180 000 en octobre seulement. Et les morts en transit s'accumulent. 3 300 en 2014, 2 400 à date en 2015. Bien sûr, nous voudrions tous mettre fin aux guerres qui sont la cause de ces phénomènes migratoires et de toute évidence, nous devrions être encore plus déterminés dans ce sens. Mais cela prendra du temps, surtout que la Syrie est maintenant devenue
le champ de bataille de puissances étrangères. Entre-temps, il est de notre devoir de soulager la misère, sinon l'alléger. Il nous faudra, bien sûr, le faire avec prudence et intelligence pour minimiser les risques à la sécurité de la population canadienne, si petit soit-il, mais notre tradition d'accueil humanitaire doit nous inciter à prendre des risques calculés dans l'éthique de l'urgence. L'éthique de l'urgence. Pour le faire, les ressources doivent être au rendez-vous. Et justement, et ça c'est un rayon de soleil dans notre sondage, justement au point de vue des ressources, nos sondages nous démontrent que 42% des Canadiens ne sont pas très polarisés quant au niveau de taxation qu'ils subissent et l'usage qui est fait des ressources. Ceci, mes amis, est une excellente nouvelle. En effet, ceci signifie qu'il y a une large place pour que se manifeste un leadership politique pragmatique et généreux qui montre la voie et fasse appel à la générosité et à l'hospitalité des Canadiens, comme nous avons si bien su le faire à la fin des années 1970 avec les réfugiés vietnamiens. À cet égard, nous applaudissons la nouvelle politique d'immigration annoncée par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable John McCallum, lundi de cette semaine. Soulager la misère dans l'éthique de l'urgence exigera des efforts de notre part. Et ces efforts-là, c'est un peu comme quand on aide Centraide. Si on aide et que ça fait pas mal, c'est parce qu'on n'aide pas assez. Donc, ça va faire un peu mal, mais aider les autres, c'est ça que ça fait. Ça demande un sacrifice. Alors, nous devrons déployer des efforts qui impliquent les deux nouveaux niveaux de gouvernement, l'armée, la Croix-Rouge, les agences communautaires pour réfugiés. Il va falloir organiser des ponts aériens, faire des logements partagés, possiblement sur des bases militaires, certaines que nous devrons réactiver, faire les suivis de santé, voir aux écoles, essayer d'ouvrir des monastères, et j'en passe. Notre système actuel d'accueil des réfugiés, et là c'est le point de vue d'une personne ignorante, alors je le confesse, est un dédale bureaucratique qu'il nous faut temporairement mettre en veilleuse si nous voulons être efficaces. Ici, en tant que citoyens canadiens, il nous incombe de supporter notre gouvernement. Agissons maintenant si nous ne voulons pas avoir honte de nous-mêmes et pour longtemps. Avant de conclure, j'aimerais vous remercier tous d'être venus ici aujourd'hui. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. En particulier, je souhaite remercier M. François Crépeau, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de l'homme et des migrants, et M. Walter Leuchs, consul général d'Allemagne à Montréal. Tous deux ont gracieusement accepté de se joindre à cette table d'honneur. Tous deux se rendent disponibles pour répondre aux questions des journalistes et partager leurs expériences respectives lors de la conférence de presse qui suivra ce dîner. Merci, messieurs. D'autre part, et j'achève, j'en profite pour vous informer que les 3 études CROP auxquelles j'ai fait référence aujourd'hui, ainsi que cette allocution, sont disponibles dans les 2 langues officielles à compter de 14 heures à www.corpo.cogeco.com. This conference and the studies we have referred to are available as of 2 o'clock this afternoon on www.corpo.cogeco.com. En guise de conclusion, mes amis, les Canadiens ont tourné le dos au discours de la peur et ont exprimé le désir de revoir leur pays, reprendre la position de leadership moral qu'il a laissé glisser au cours des 10 dernières années. Nous nous réjouissons d'entendre le ministre des Affaires internationales, l'honorable Stéphane Dion, déclarer que le Canada reprendra sa place aux Nations unies. Il est grand temps que nous assumions nos responsabilités en regard du protocole de Kyoto et ce qui le suivra,
de la Convention des Nations unies sur la lutte à la désertification et du traité sur le commerce des armes. Au plan international, notre pays se voit présenter une occasion en or de reprendre le leadership moral humanitaire qui l'a toujours caractérisé, et ce, sur la question des réfugiés. Permettez-moi de reprendre ici, à mon compte, la proposition de M. François Crépeau, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme et les réfugiés. Le Canada pourrait prendre l'initiative d'organiser dès cet hiver la conférence d'Ottawa et d'y réunir les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud pour participer ensemble à la résolution de ce problème dans un esprit de solidarité. La charge deviendrait ainsi plus humaine pour chaque pays participant. Et je me permets d'ajouter qu'il est moralement inacceptable pour nous de penser que ce problème ne concerne que l'Europe. Nous devons faire plus. Nous en sommes capables. Accueillir 100 000 réfugiés par année à compter de 2016 n'est pas au-dessus de nos moyens et de nos capacités. Souvenons-nous que nous, Canadiens, avons accueilli 70 000 réfugiés vietnamiens en 1979. C'était il y a 36 ans. Nous étions beaucoup moins nombreux et, disons-le franchement, notre pays était beaucoup moins prospère. Et faisant écho aux propos de Mme Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international, enjoignant les pays riches à faire davantage pour les migrants, j'en appelle au gouvernement du Canada et des provinces pour qu'ensemble, nous fixions des objectifs plus ambitieux en matière d'accueil de réfugiés. Faisons preuve de leadership moral et diplomatique. Prenons nos responsabilités de citoyens d'Amérique du Nord et du monde. Merci, mes amis. Bon appétit. Monsieur Audet, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence parmi nous ce midi. Et à vous tous, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Thank you, enjoy your meal and have a nice day.